Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre 14e épisode de l'heure de fourche. Hello Marie, comment tu vas ? Ça va et toi Victoria ? Ça va super, merci. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet important, les stéréotypes de genre dans les métiers et les études. En Belgique comme ailleurs, ces stéréotypes persistent et influencent souvent les choix professionnels des individus. Mais quels sont les chiffres qui nous éclairent sur cette réalité ? Pour mieux comprendre ces dynamiques, nous allons nous pencher sur les chiffres et parler à deux professionnels qui défient ces stéréotypes au quotidien. Quand je te dis métier d'homme, Marie, tu penses à quoi naturellement entre gros guillemets ? Écoute, moi directement, je pense plus à des métiers manuels du style maçon, mécanicien ou plombier, soudeur, etc. C'est un peu bête de penser comme ça parce que de manière générale, d'office, on pense que les métiers manuels, c'est réservé qu'aux hommes. C'est vrai que c'est souvent très stéréotypé. Et en Belgique comme ailleurs, ce stéréotype persiste et influence souvent le choix professionnel des élèves. Mais quels sont les chiffres qui nous éclairent sur cette réalité, Marie ? Écoute, selon Stadbel, dans une étude sur les professions en Belgique, on peut lire que parmi les métiers typiquement féminins, déjà là ça part mal, on retrouve les éducateurs de la petite enfance, les secrétaires de manière générale et la garde d'enfants, tandis que pour les métiers typiquement masculins, on retrouve tout ce qui est maçon, couvreur, zingueur, mécanicien et les réparateurs de véhicules à moteur en général. Bon, ça pose déjà un décor qui est pour moi problématique. Quand on parcourt cette étude de 2022, on se rend compte de plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, il y a plus de femmes qui deviennent managers, mais le nombre d'hommes est toujours plus conséquent. Il faut comprendre par là qu'un manager sur 3 est une femme. Pour les professions intellectuelles, scientifiques et artistiques, les femmes sont beaucoup plus ancrées que les hommes. Les employés de type administratif, sans surprise, sont majoritairement des femmes. L'évolution des hommes dans le domaine est assez minime. En 2013, ils étaient 207 000 et en 2023, ils étaient 245 000. Donc c'est vraiment une toute petite évolution. Les agriculteurs et les ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche sont majoritairement des hommes. Le nombre de femmes qui font ces métiers a baissé depuis 2013. On est passé de 10 000 femmes à 9 000 dans le secteur. Pour les métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat, en 2023, nous sommes à plus de 477 000 hommes contre 30 000 femmes. Et enfin, les conducteurs d'installation et de machines, et ouvriers dans l'assemblage, les hommes sont plus friands avec 258 000 personnes contre 35 000 femmes. Donc, avec ces chiffres, on se rend vraiment compte et dit un peu grossièrement que les femmes font de l'administratif et que les hommes de la construction. C'est vrai qu'il y a souvent ces stéréotypes-là et je trouve ça dingue qu'il y ait autant de différences finalement. Oui, alors que chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Ouais, tout à fait. Donc malheureusement, ces stéréotypes liés aux professions sont des facteurs déterminants dans le futur d'un étudiant concernant son orientation. Ils apparaissent assez tôt dans nos parcours de vie, que ce soit par nos proches ou la société actuelle. Ça expliquerait en partie le manque d'intérêt, notamment des femmes, pour les formations et métiers techniques et scientifiques, donc les fameuses filières STEAM dans notre épisode précédent, on vous en parlait. Donc c'est tout ce qui regroupe les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, mais aussi des hommes dans les formations et métiers dans le secteur de la santé, donc tout ce qui est aide-soignant, infirmier, sage-femme, etc. Et dans nos écoles, est-ce qu'on ressent toujours ces stéréotypes ? Dans nos écoles, on voit quand même que ça bouge un petit peu pour certaines orientations, mais ça reste toujours assez stéréotypé. Donc, par exemple, à l'Institut Saint-Joseph de Jambes, en mode et confection, il y a 11% de garçons contre 89% de filles. En esthétique, 1% de garçons et 99% de filles. Et en coiffure, 14% de garçons et 86% de filles. Donc, on voit qu'il y a un peu plus de garçons qui vont en coiffure et en mode et confection. Par contre, en esthétique, ça reste très très rare. Et pourtant, moi, je trouve ça super, des hommes qui font
des études d'esthétique, aux aumôniers du travail de Charleroi. Dans la filière sécurité, il y a 174 garçons et 85 filles. Dans la filière industrie et maintenance, c'est-à-dire tout ce qui est soudeur, etc., nous avons 345 garçons contre 9 filles. Donc là, vraiment, on peut comprendre que l'option sécurité commence doucement à attirer les filles, mais par contre, le métier dit manuel reste un peu sur la touche. Et donc, afin de contrer et de déconstruire ces stéréotypes et ces préjugés des métiers et des études, nous avons le plaisir d'accueillir Miguel Mariscal, sage-femme et ancienne élève de l'ENALUX, pour discuter du sujet. Hello Miguel. Bonjour Miguel. Bonjour Marie. Alors, juste une petite précision sur le nom de ton métier qui a toute son importance. Donc, on dit la ou le sage-femme qui désigne la personne qui a la connaissance de la femme. Pour utiliser un terme masculin, on peut dire également maïeuticien. Alors, comment t'es devenue intéressée en fait par le métier de sage-femme ? Écoute, moi au niveau du métier de sage-femme, ça a toujours été une évidence pour moi. J'ai toujours voulu travailler dans le secteur médical et plus au niveau de la petite enfance. Depuis tout petit, je rêvais d'accompagner les femmes pendant la naissance. Ça m'a toujours fasciné. Et voilà, de fil en aiguille, je suis tombée dans la filière sage-femme et j'ai vraiment adoré. Ah, trop bien. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, du coup ? Il y a beaucoup de points que j'adore. J'adore accompagner la femme lors de l'accouchement. J'adore la naissance. J'adore la montée d'adrénaline qu'on peut ressentir à ce moment propice. Ah, j'imagine. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'hyper prenant, d'hyper intense, parce que chaque naissance est différente, chaque contact avec les patientes est différent, et c'est vraiment quelque chose d'hyper enrichissant. Et donc, tu as fait tes études à l'ENALUX. Comment on t'a accueilli en tant qu'homme dans un domaine qui est souvent, entre guillemets, attribué aux femmes ? Est-ce que tu as eu des remarques autant des profs que des élèves ? Non, pas forcément. Au niveau de l'école, j'ai été super bien accueilli, franchement, à bras ouverts, autant par les élèves que les professeurs, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment quelque chose de rare, un homme dans cette filière-là. Et donc voilà, on attendait peut-être juste un petit peu plus de moi pour montrer que ça valait la peine que je sois là, mais sinon, j'ai jamais eu de remarques ou qu'est-ce ou quoi. T'as jamais eu de moquerie ou quoi que ce soit, quoi ? Non, pas à l'école. Bah, c'est top. Mais c'est chouette parce que on pourrait croire que les gens peuvent se moquer ou quoi, parce que vraiment, c'est dans l'esprit, on va dire, de la société, être sage-femme, c'est vraiment limite que pour les femmes, quoi. Ouais, ça clairement. Mais plus au niveau des stages, alors. Au niveau des stages, ouais, il y avait quelques sages-femmes avec qui ça bloquait, mais au niveau de l'école, pas du tout. Ah oui, ben justement, ça bondit un petit peu sur ma prochaine question. C'est quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées en tant qu'homme dans ce secteur ? Est-ce que tu as eu peut-être des préjugés ou des petits soucis par rapport à la fermeture d'esprit peut-être des gens que tu avais en face de toi ? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, une sage-femme m'avait clairement dit en fin de garde, ouais, Miguel, dans mon esprit, c'était vraiment que la femme qui avait sa place dans ce milieu-là, mais tu as réussi à me prouver que toi aussi, tu avais ta place en tant qu'homme. Donc déjà là, je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai commencé une garde avec quelqu'un qui avait des préjugés sur moi, que j'ai su le faire changer d'avis, c'est quand même fort. Oui, totalement. M'est arrivé une fois d'avoir un souci avec une dame qui m'avait pris en grippe et qui ne m'a pas toléré du tout parce qu'elle n'aimait pas ma personnalité, elle n'aimait pas ma personne et elle n'aimait pas le fait qu'il y ait un homme dans ce métier-là. Et du coup, mon stage ne s'est pas très bien passé. Oh non, enfin... Mais voilà, c'est la vie, elle a pas d'ouverture d'esprit et c'est comme ça, elle ne m'a pas laissé ma chance. C'est dommage parce que ça s'entend que tu es super passionné en tout cas par ce que tu fais. Et quelles sont les réactions les plus courantes que tu as eues en tant qu'homme sage-femme de la part soit des patientes ou même des collègues ? Beaucoup d'étonnement. Ah ouais. En mode,
qu'est-ce qu'un homme fait dans ce métier-là. Souvent, on me demande si je suis médecin au niveau des patientes. Et je dis non, je suis bien sage-femme. Et oui, pas mal d'étonnements. Puis ça soulève un petit peu les questions. Quand je me présente, souvent je dis bonjour, je suis le sage-femme. On me dit non, vous êtes le sage-homme. Et du coup, j'explique un petit peu que comme tu as dit au départ, c'est la connaissance du corps de la femme. Oui. Parfois, oui, il y a des personnes qui expriment le fait de ne pas vouloir d'un homme, etc. Puis souvent, via une discussion, via une petite blague ou quoi, ça passe un peu mieux. Ou des fois, ça ne passe pas du tout et je suis forcé d'essayer de trouver une solution pour céder la main à une autre collègue. Ah oui, est-ce que tu as déjà eu des couples ou peut-être que des femmes qui t'ont, entre guillemets, refusé comme sage-femme parce que tu étais un homme? Quand j'étais stagiaire, énormément. J'ai essuyé 50 de refus pendant mes stages. C'est énorme. Donc, c'est quand même assez fort. Ouais. Au début, je le prenais fort personnellement parce que je comprenais pas. Non, enfin, c'est pas normal. Je suis étudiant. Pourquoi moi? Et au final, j'en ai fait une raison. Je me suis dit, non, en fait, c'est pas toi. C'est surtout le statut de stagiaire, en fait, qui dérangeait beaucoup. Ah ouais. Parce que maintenant, une fois que j'ai été diplômé, j'ai eu 2 refus. Franchement, depuis que je travaille, 2 refus, c'est vraiment nickel, en fait. Une fois, c'était plus par rapport au mari. Ah oui. Enfin, en fait, les 2 fois, c'était par rapport au mari. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux ou quelle pourrait être la raison? Ouais, à mon avis, une certaine pudeur dans leur couple. Il fallait pas qu'un homme voit leur femme dévêtue. C'est des personnes qui n'arrivent pas à comprendre que mon regard est professionnel et pas... Mais oui, c'est ça. Avec certains a priori derrière, quoi. Mais c'est fou parce que, en me renseignant vraiment sur le sujet, je me suis rendu compte aussi que les gens étaient plus ouverts en quelque sorte au fait que c'est un gynécologue homme qui regarde, etc. Il n'y a pas de souci. Mais un sage-femme, là, ça pose problème. Et franchement, j'arrive pas à comprendre quelle est la différence parce que, comme tu dis, c'était un regard médical là-dessus. C'est surtout par rapport au statut. En fait, la sage-femme, elle va suivre la femme du début à la fin du travail. Il y a vraiment une approche beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime. Ah oui. Tandis que le gynécologue, il vient souvent au moment propice ou lorsqu'il y a une pathologie qui se déclare. Donc c'est vraiment une approche beaucoup plus différente, beaucoup plus médicale. Nous, on est beaucoup plus dans le relationnel. Eux sont plus dans les actes, on va dire. Oui, je comprends. Et selon toi, quels sont les principaux obstacles pour les hommes qui veulent entrer dans un métier très genré comme le tien? Déjà au niveau de la personnalité, ça passe au secret. On est beaucoup jugé sur la personnalité, sur notre manière d'être, sur la manière d'aborder les choses. Donc déjà à ce niveau-là, si ça passe pas, ça casse. Ah oui. Ensuite, pour devenir sage-femme, il faut acquérir un bon nombre de compétences. Dont certaines qu'on doit plus ou moins avoir dès le départ. Ah oui, comme quoi? Comme la force d'empathie, quand même une certaine force de caractère. Il y a vraiment pas mal de compétences comme ça, prérequis, qui sont un peu plus féminines. Ça, on va pas se le cacher. Donc, qui ne sont pas données à tout le monde non plus. Oui, totalement. Ok. Après, n'importe quelle femme n'est pas faite non plus pour devenir sage-femme. Donc, oui, bien sûr, c'est surtout le caractère finalement qui fait que... Le caractère, la passion, énormément la passion qui joue. Tout ce qui est empathie, force d'accompagnement, charge mentale, etc. Comment, du coup, tu gères aussi les situations où les patientes et les conjoints, comme on disait tout à l'heure, préféraient être traités par une sage-femme femme plutôt que par toi? Est-ce que tu trouves des solutions dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, je lance une petite blague dès le début. Dès que je vois que c'est un peu tendu, que je vois que ma présence dérange, je lance une petite blague un petit peu dérisoire par rapport à moi ou par rapport à la situation. Et souvent, les gens rigolent.
Puis après, je leur explique que voilà, enfin moi j'ai la chance de travailler dans un hôpital universitaire. Donc voilà, souvent j'explique ça sera moi et que malheureusement ça sera très difficile de changer parce que la charge de travail fait que ce n'est pas possible. Ou alors que voilà, malheureusement on ne choisit pas le praticien à la carte et qu'ils sont tombés sur moi et qu'il va falloir faire avec. Maintenant, quand je vois que le ton monte beaucoup, comme j'ai eu dernièrement, où limite ça devient une agression. Ouf. Enfin. Là, je passe la main, clairement. Je passe la main. J'explique aux gens qui vont devoir attendre plus longtemps parce que mes collègues sont occupés et que voilà, ils seront traités par une femme, mais qu'au niveau de gynécologue, anesthésiste et compagnie, ça, je ne garantis pas que ça sera une femme. Ah oui, mais enfin. Ah oui, des fois, ça va jusqu'à l'agression. Oh, mais c'est incroyable. Enfin, ouais. Moi, ça me révolte dans les deux sens. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup à dire. Hein. On est quand même protégé par l'hôpital, mais oui, voilà, c'est compliqué, quand même assez délicat. C'est quand même délicat comme prise en charge et comme situation. Donc clairement, si jamais ça ne va pas du tout et que le ton monte, il faut pas s'acharner non plus, quoi. Il faut savoir lâcher prise. Oui, totalement, c'est sûr. Mais c'est fou de se dire. Allez, que ça peut arriver jusque-là quand même, alors que tu pratiques finalement ton métier, quoi. Ouais, clairement. Ah non, c'est sûr. Une fois, j'ai dit à une patiente, je fais, attendez, mais c'est comme si la sage-femme, si elle était de couleur de peau et que vous étiez raciste, je fais, est-ce que vous lui aurez dit, non, je ne veux pas que tu t'occupes de moi parce que tu as une couleur de peau différente de la mienne? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, mais c'est pas pareil. Je fais, mais si, c'est exactement pareil. Mais c'est ça, en fait, c'est tout à fait la même chose. En fait. Mais j'ai oui. les mêmes compétences que mes collègues, mais c'est juste que voilà, vous n'êtes pas tolérante. Et des fois, les gens percutent et se rendent compte et ils se disent, oui, en fait, je suis complètement désolé, vous avez raison. Ou alors, c'est, non, vous racontez n'importe quoi. Enfin, voilà. Chacun a ses bagages, chacun a sa manière de penser. Et du coup, quel conseil donnerais-tu aux hommes qui veulent faire des métiers dits, je dis bien entre gros guillemets, genrés, donc un peu comme le tien, où on pense d'office que sage-femme n'est disponible que pour les femmes, en fait? De toujours faire en sorte d'être irréprochable dans son travail. Donc, c'est malheureux à dire, hein, mais clairement, en tant que, comme dans un métier de femme, on doit toujours montrer qu'on en vaut la peine, on doit toujours se battre pour être dans les meilleurs au niveau de la pratique. Ouais, c'est toujours un combat permanent pour prouver qu'on est là, qu'on vaut la peine. C'est vraiment se battre pour prouver qu'on a notre place dans ce métier-là. Donc toujours être irréprochable. Maintenant, oui, ça remet de patience, de courage, ne pas prendre les remarques personnellement, en faire une banalité. C'est ce que tu fais, toi? Ouais, souvent. Maintenant, au moins, parce que je suis tombé dans une équipe vraiment jeune, hyper dynamique, qui n'a plus ces croyances-là, mais clairement, des fois, quand j'atterrissais en stage dans un milieu un peu plus âgé, forcément, t'es obligé de faire des concessions, de te dire, ouais, ça me coule dessus. Ouais, je comprends. Parce que si tu prends toutes les remarques personnellement, clairement, t'arrêtes de te battre et t'arrêtes d'étudier ce métier-là. Donc, clairement. Maintenant, il faut bien prendre connaissance que tout le monde n'est pas fait pour être sage-femme. Même chaque femme n'est pas faite pour être sage-femme, qu'il faut absolument une force mentale incroyable pour ce métier-là, parce que on peut être là dans les moments les plus incroyables de la vie, comme dans les pires moments. On peut accompagner un deuil, on peut donner une naissance à une conception due au viol, plein de choses comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il faut être, j'imagine, très très fort mentalement pour aussi savoir accompagner la femme de la meilleure façon qui soit dans ces cas-là, quoi. C'est ça, il faut une bonne force de caractère. Mais tu as l'air de l'avoir, donc c'est très bien. Selon toi, quelles initiatives pourraient être mises en place pour encourager davantage d'hommes à venir dans le secteur de la santé, des soins aux personnes, mais surtout en tant que sage-femme? Beaucoup d'initiatives, c'est ça?
Ouais. Ouais, vraiment, beaucoup d'initiatives. Après, c'est pas ouvert à n'importe qui non plus. Hein. C'est comme tout travail dans le secteur médical, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment, il faut la passion. C'est surtout ça le principal, c'est la passion, l'envie d'apprendre, l'envie de participer activement dans cette formation. C'est quand tu deviens sage-femme, ben tu vis sage-femme en fait. Tu vis pour ce métier, tu penses ce métier, donc voilà. Si t'as pas la passion, si t'as pas l'envie, si t'as pas cette force de caractère, ben ça passera pas. Merci Miguel pour ce petit échange, ce petit moment qui a été très intéressant et très enrichissant. Et je te dis à bientôt. À bientôt, avec grand plaisir. En 2019, sur les 8416 sages-femmes actives, seuls 99 d'entre eux étaient du sexe masculin. C'est avec ton témoignage, Miguel, que nous avons voulu faire évoluer les consciences. Être sage-femme n'est pas réservé qu'aux femmes, tout comme être dans la mécanique n'est pas réservé qu'aux hommes. Aucun métier ne devrait être genré et chacun devrait faire et être libre de faire le métier qui lui plaît finalement. Encore merci Miguel d'avoir été l'invité de notre podcast et maintenant passons au bon plan. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Bonjour Déborah, comment tu vas ? Bonjour Victoria, bonjour chers auditeurs. Je vais très bien, merci. Et je suis ravie de vous retrouver pour la rubrique Bon Plan. Alors Déborah, pour ces bons plans, on reste dans le thème pour déconstruire les stéréotypes de genre ou pas ? Oui Victoria, et c'est pas les ressources qui manquent sur le sujet, donc j'ai dû me limiter. Je suis assez fière de moi. Alors, après la famille, l'école est l'un des endroits où la socialisation de l'enfant est la plus importante et participe ainsi à cristalliser les rapports sociaux de genre. Ces rapports construits à l'école vont avoir un impact tout au long de la vie de l'élève, sur son plan professionnel, sur son bien-être, sur sa confiance en lui, sur son comportement de genre, sa participation à la vie citoyenne, etc. Et d'ailleurs, le pacte pour un enseignement d'excellence, on en parle aussi ? Oui, le pacte stipule qu'une formation et une sensibilisation spécifique des enseignants à la prise en compte de la problématique du genre apparaissent comme des éléments importants pour améliorer la contribution de l'enseignement à la lutte contre les inégalités de sexe. Il est donc primordial de développer une éducation à l'égalité et de construire les stéréotypes de genre. Et donc, pour nous y aider, tu as un outil à nous présenter. Oui, il s'agit du jeu Carré Genre Junior. Alors, c'est un outil pédagogique très simple, très ludique, pour sensibiliser les enfants aux stéréotypes de genre. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Quels sont les objectifs et les bénéfices de ce jeu ? Carré Genre Junior vise à faire prendre conscience aux enfants des représentations sociales liées au genre et à les faire évoluer. Alors, le jeu consiste à choisir un petit carré parmi plusieurs sur lesquels sont écrites des phrases comme « je sais repasser » ou « je n'aime pas les poupées ». Les enfants vont devoir dire si la phrase peut être dite par une femme ou un homme et pourquoi. Le jeu permet ainsi de susciter le débat, l'expression et l'écoute entre les enfants, mais aussi avec l'adulte qui anime le jeu. Donc Carré Genre a été d'abord créé dans une version adulte et a ensuite été adapté en le rendant plus accessible et plus attractif pour les enfants à partir de 6 ans, même si on sait qu'à cet âge-là, l'argumentation n'est pas toujours facile. Donc ça dépend si l'habitude du groupe fait que ils ont l'habitude de discuter, d'argumenter, et à 6 ans, on sera plutôt sur ici de la prévention plutôt que de la déconstruction. Et du coup, comment se déroule une séance de jeu avec les enfants et c'est quoi finalement le rôle de l'animateur ou de l'animatrice ? Alors le jeu se joue en groupe, idéalement de 8 à 12 enfants, donc ça ferait en moyenne une demi-classe. Donc avec un animateur ou une animatrice qui peut être l'enseignant, l'enseignante, un éducateur, une éducatrice, un parent ou toute autre personne qui est intéressée par la thématique. Le jeu va se dérouler en 3 étapes. Donc la première qui est celle du choix du carré, où chaque enfant choisit un carré qui l'interpelle ou qui l'amuse. La deuxième est celle du débat, où chaque enfant va exposer son point de vue sur sa phrase du carré en argumentant pourquoi il pense qu'elle peut être dite par une femme ou par un homme, ou les deux. Et les autres enfants, eux, peuvent réagir évidemment et donner leur avis, poser des questions, etc. L'animateur ou l'animatrice veille, lui, à ce que le débat se passe dans un respect, avec respect et bienveillance, et à ce que tous les enfants puissent s'exprimer. Et enfin,
Après, la troisième étape, c'est celle de la synthèse où l'animateur, l'animatrice fait le bilan des échanges en soulignant les points communs ou les divergences et en apportant des informations complémentaires si besoin et en invitant les enfants à réfléchir sur ce qu'ils ont appris et ressenti. Et donc, c'est quoi les objectifs et les bénéfices de ce jeu pour les enfants ? Alors, le jeu Carré Genre Junior a plusieurs objectifs pédagogiques. Il vise à développer l'esprit critique des enfants, à favoriser leur expression orale et leur écoute, à renforcer l'estime de soi, leur confiance en soi, à promouvoir le respect de la diversité et l'égalité entre les filles et les garçons, et à prévenir les violences et les discriminations liées au genre. Alors le jeu a aussi des bénéfices sociaux et affectifs. Il permet aux enfants de mieux se connaître, de mieux connaître l'autre, de se reconnaître dans leurs différences et dans leurs ressemblances, de se sentir des fois moins seuls ou isolés, de se libérer de certains tabous ou malaises et de s'ouvrir à d'autres points de vue et d'autres réalités. Alors le jeu, il est vraiment très facile à mettre en place. Il suscite l'intérêt et la participation des enfants et génère des échanges assez riches et constructifs. Il contribue à créer une ambiance aussi de classe plus harmonieuse et plus solidaire. Et donc, si nos auditeurs et auditrices veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent trouver le jeu et des ressources complémentaires ? Alors, le jeu Carré Genre Junior est disponible sur le site web de l'association Le Monde selon les femmes. Donc, le lien dans le descriptif de l'épisode, comme d'habitude, où vous pouvez le télécharger gratuitement ou même le commander en version imprimée. Vous trouverez aussi une petite fiche méthodologique qui vous explique comment utiliser le jeu et ainsi que les fiches thématiques qui approfondissent certains aspects du genre, comme les métiers, les loisirs, les émotions, etc. Donc, en espérant que ça donne envie à nos auditeurs et auditrices de l'essayer avec leurs élèves. Bah oui, j'espère. Alors, autre petit bon plan, un petit guide à l'usage des profs pour réfléchir et agir sur l'égalité filles-garçons dans l'enseignement. Donc, c'est le guide Égal avec mes élèves. C'est tout à fait mon genre. Alors, Égal écrit au masculin et au féminin, évidemment, qui a été fait par l'Université des femmes. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contenu de ce guide ? Oui, alors il est composé de 11 fiches thématiques qui abordent des sujets comme le sexisme, la mixité, l'hétéronormativité, la diversité culturelle, la violence, la langue, etc. Et donc chaque fiche va présenter des données chiffrées, des analyses, des exemples concrets, des témoignages, des conseils pratiques et des ressources complémentaires. Alors le guide, c'est vraiment simple et il est accessible. Il date de 2020, donc encore assez récent. Et le souhait est vraiment de former les enseignants et les enseignantes à l'égalité filles-garçons. Il s'appuie sur les recherches et les expériences de l'Université des femmes, qui est une association féministe qui travaille depuis plus de 40 ans sur les questions de genre. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce guide ? Alors tout et plus précisément son accessibilité et sa richesse. Donc de l'information sur les réalités et les enjeux des égalités filles-garçons, des outils pour amener les enseignants-enseignantes à analyser leurs propres pratiques et les encourager à mettre en place des actions concrètes avec plein de ressources en fin de guide. Donc c'est un guide pour se former, pour se remettre en question, se valoriser, se sentir soutenu, se mobiliser et s'engager pour une cause qui les concerne et qui concerne leurs élèves. Donc le guide Égal avec mes élèves, c'est tout à fait mon genre, est disponible sur le site web de l'Université des femmes où vous pouvez le télécharger gratuitement ou le commander en version imprimée. Vous y trouverez aussi d'autres publications, des formations, des animations et des événements sur les questions de genre. Oui, alors je pourrais vous présenter des outils pendant des heures, franchement sur le thème, ça ne manque pas. Et c'est hyper important évidemment, mais bon, je vais juste encore vous parler brièvement d'un petit dernier qui s'appelle « J'enseigne l'égalité filles-garçons », qui est la 2e édition du livre, donc la boîte à outils du ou de la professeure, donc écrit par Naïma Anka Idrissi, Fanny Gallo, Gaëlle Pasquier aux éditions du Nôtre. Et très brièvement, qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Alors ce livre, il propose des outils pratiques pour réfléchir et agir sur l'égalité filles-garçons dans l'enseignement. Il s'adresse aux enseignantes et aux éducateurs, éducatrices de tous les niveaux et de toutes les disciplines qui souhaitent mettre en place une éducation à l'égalité des sexes dans leur classe. Alors quand je dis vraiment tous les niveaux, c'est de la maternelle jusqu'à l'âge adulte. Donc il propose une 30aine d'outils pratiques et concrets pour déconstruire les stéréotypes, prévenir les violences sexistes et sexuelles, diversifier les représentations, éduquer à la sexualité et prendre en compte le genre dans les savoirs scolaires,
Et chaque outil est présenté de façon visuelle et synthétique, avec des objectifs, des méthodes, des exemples et des précautions à prendre. Alors, le livre s'appuie sur une expérience de terrain des auteurs, qui sont tous les 3 enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation et spécialistes des questions de genre. En tout cas, ça a l'air d'être un livre très utile et inspirant. Oui, donc clairement, je le conseille à tous. Donc, c'est J'enseigne l'égalité filles-garçons, la boîte à outils du ou de la professeure, aux éditions du Note. Et bon, là, maintenant, je vais m'arrêter là. Je me limite, mais je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres bons plans. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Revenons maintenant au sujet des stéréotypes de genre dans les métiers et les études. Nous plongeons dans le monde de la mécanique automobile, un domaine souvent considéré comme réservé aux hommes. Mais que se passe-t-il lorsque cette norme est défiée ? Alors rappelons que selon Stadbell, 99,2% des mécaniciens et mécaniciennes de véhicules à moteur sont des hommes. Nous accueillons Mathilde Vermeulen, enseignante à l'école technique de Bertry, qui est rattachée à l'Institut Saint-Joseph de Libramont, qui a toujours été attirée par le domaine automobile. Hello Mathilde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, merci à vous d'avoir porté intérêt à moi, du coup. Mais c'est avec plaisir. Alors, première petite question, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées en tant que femme dans un secteur dominé par les hommes, même si entre nous, on se doute peut-être déjà un petit peu. Les grandes difficultés que j'ai rencontrées, évidemment, c'est d'abord les blagues machistes. Ça a vraiment commencé avec ça. Et puis à l'école, il y a eu des paris sur moi, évidemment, parce qu'une femme qui débarque là dans l'automobile, ça fait bien rire. On fait des petits paris. Donc ça, c'est les premières difficultés que j'ai rencontrées par la suite dans mon parcours. Ça a été vraiment à la fin de mes études, au niveau des profs qui m'ont dit que j'aurais dû venir habillée en robe lors des cours pratiques, que j'aurais eu une meilleure moyenne. Parce qu'il faut savoir que, un peu... En fait, moi, à ce moment-là, il faut bien savoir que j'étais là vraiment pour ma passion et pas pour les hommes, comme on peut croire, évidemment, parce qu'on croit toujours qu'on est une allumeuse, quand on est la seule femme au milieu d'autant d'hommes. Oui. Donc, je me suis toujours respectée moi-même d'abord au niveau de mes vêtements, donc jamais de robe, etc. Je crois que c'était la moindre des choses. Mais pour mon TFE, quand on a vraiment envie d'accomplir les choses et les faire bien, je me suis dit, allez, tant pis, je mets une robe de petit talon pour présenter mon TFE, et c'est là, que les blagues et les remarques, ça a été compliqué, quoi. C'est même limite pour me déstabiliser en même temps, et j'ai trouvé ça vraiment petit. Mais enfin, c'est honteux, quoi. Franchement, ça me révolte, alors c'est la première question. Ça fait 10 ans, mais je me dis que quand j'y repense, j'aurais dû leur répondre. Mais une petite jeune comme ça qui fait son TFE, on pense plutôt à sa présentation plutôt qu'au clash, évidemment. Mais et puis même, moi, mon TFE, j'ai commencé à rénover une vieille voiture, en fait. Et du coup, sur ma présentation PowerPoint, il y avait des photos de moi. Et on m'a demandé de zoomer. On m'a dit non, c'est pas possible que ce soit toi. Mais je dis là, vous êtes en train de me voir en robe. Alors que sur les photos, je suis en salopette. C'est normal, je fais de la mécanique. Et non, c'est toujours sous-estimer, rabaisser les gens, enfin les femmes en tout cas. Mais enfin, c'est honteux. Mais figure-toi que avant toi, on a eu Miguel qui est un homme sage-femme. Et en fait, c'est fou comme que ce soit une femme ou un homme qui exerce le métier dont il a envie, on vraiment, excusez-moi du terme, mais on l'enquiquine alors que, laissez faire les gens faire son métier, quoi. Mais ouais, non, c'est clair, c'est honteux, ce comportement-là. Il y a pas de métiers qui ont un genre de sexe, je suis désolée, chacun doit faire ce qu'il veut, ce qu'il aime. Totalement. Mais du coup, ça me fait bondir sur la prochaine question qui est, est-ce que tu as remarqué des différences dans la manière dont les hommes et les femmes sont perçus dans ce secteur automobile comme tu le fais ? Oui, évidemment, il y a beaucoup de différences. De nouveau, je reviens sur mon parcours scolaire. Lors de mes études, moi, j'ai constaté que j'ai eu des examens différents dans certains cours. Si. Vous savez, quand on est étudiant d'office, entre jeunes, on discute quand on sort de là pour se rassurer. Puis moi, à un moment, j'étais là, mais non, les gars, j'ai pas ça, c'est pas possible. Puis ça arrive 1 fois, 2 fois. La 3e fois, je me dis, mince, je vais voir le prof. Je dis, ce coup-ci, il y a vraiment un problème. Il est grand temps que je vois mon examen et ma copie avait disparu. Comme par hasard. Donc, donc ça, c'est les premières différences. Ouais, c'est vraiment au niveau
scolaire, j'ai eu des examens différents. C'était toujours moi qui devais montrer les exercices pour essayer de me faire échouer. Et par la suite, après, lors de mon stage en tant qu'expert, quand mon maître de stage débarquait avec la jeune, jolie fille, qu'on me disait, on n'écoutait pas ce que je racontais, quoi. On ne prenait pas au sérieux ce que je disais, s'il fallait remplacer telle pièce ou bien la réparer. On me disait, mais toi, tu sors de l'école, t'es une femme, tu connais rien, quoi. Vraiment, de nouveau, des préjugés. Oh là là. Alors que mon maître de stage, directement, oui, ok, on fait comme ça. Et même si mon maître de stage répétait la même chose, c'est exactement ce que je venais de dire, eh ben non, c'était vraiment, une fois que l'homme l'avait dit, que c'était ok, quoi. Donc ça, c'était vraiment les grandes différences. Et la deuxième différence, c'est au niveau salaire aussi. Ah On oui. fait tous le même boulot, mais non, on n'a pas le droit au même salaire. Donc ça, c'était un peu plus compliqué aussi. Mais enfin, oui, c'est honteux. Et ça, malheureusement, c'est encore très présent en Belgique où les femmes sont moins payées pour les mêmes métiers. Ouais, les hommes, quoi. je trouve ça vraiment dommage parce qu'on pourrait tous... je vois pas pourquoi le sexe fait qu'on est payé moins. On va partir sur d'autres débats, là, du coup, c'est pas le but, mais ouais. Donc ça, c'est une différence que j'ai remarquée aussi, mais vraiment au niveau de la prise en compte de ce que je racontais, quoi. Si c'était un homme qui le disait, il n'y a pas de souci, on ne remettait pas en question, mais si c'était une femme, alors là, on chipotait, quoi. Mais Ça, c'est vraiment la grande différence. Oh là Ouais. là, ça me révolte. Moi aussi. Ouais. Ah, vraiment, Moi, j'en ris maintenant, c'est un peu nerveux, mais c'est vrai qu'au début, ça fait mal, quoi. Quand on essaye de se lancer et de suivre sa passion, c'est compliqué. Ouais. Mais oui, et surtout, c'est frustrant. Enfin, tu as fait des études comme tout le monde. C'est une passion comme tout le monde. C'est comme, enfin, je sais pas, j'invente complet, mais les hommes qui se maquillent, enfin, on va pas lui dire, tu dis n'importe quoi, enfin, parce qu'il se maquille, c'est un homme. Ouais. J'ai l'impression que l'inverse se produirait beaucoup moins, et enfin, c'est incroyable. Ouais, à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi, vraiment. Je pense que si on inverse les rôles, ça se passe pas comme ça, non. Et du coup, quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui envisagent une carrière dans ce domaine ? Mes conseils, c'est évidemment, il faut d'abord avant tout suivre son rêve, suivre sa passion. Surtout ne jamais se laisser démonter par des paroles, parce que je pense que c'est d'abord la jalousie qui fait parler mal les gens. Donc au final, il faut prendre du fait qu'on est jaloux de moi parce qu'eux ne savent pas le faire. Mais vraiment, c'est suivre ses rêves, ne pas se décourager, avancer et croire en soi. C'est important, vraiment croire en soi. En tant qu'enseignante, quelles sont les compétences clés que tu essayes de transmettre à tes élèves, qu'importe leur genre en tout cas ? Oui, la première compétence, moi, c'est le respect. D'abord avant tout. Que ce soit dans n'importe quel cours que je donne, c'est le respect autant envers les autres, d'abord envers les camarades, qu'envers moi. Parce qu'évidemment, de nouveau, une femme en tant que prof en atelier, c'est pas toujours facile, évidemment, au début de se faire respecter. Ça, c'est la première chose. Les valeurs aussi, c'est de ne pas tourner en harcèlement envers les autres. Et ce que j'insiste aussi, étant donné qu'on a quand même 5 filles dans l'école, donc ça c'est top, ce que je leur dis évidemment, c'est de ne pas se décourager, de se faire respecter, de se faire entendre, ne surtout pas s'écraser, et ça j'inculque vraiment ça aux élèves aussi, de laisser tout le monde pouvoir discuter, tout le monde pouvoir donner son opinion. C'est pas parce que quelqu'un pense différemment que ça n'a rien à voir ou que c'est mauvais. Donc voilà, vraiment essayer de travailler en symbiose et trouver une cohésion tous ensemble, quoi. Tu as déjà eu des remarques de tes élèves ? Je pense qu'à l'heure actuelle, ils étaient plus contents. Ah oui. Surtout que même les filles, les filles ont souri en me voyant arriver. Je pense que ça les réconfortait aussi, elles, dans leur choix. Si, des remarques du genre, madame, vous êtes une femme, mais ça, c'est au début, c'est des jeunes. Parce que moi, je donne cours de 12 à 14 ans, donc je pense que c'est des jeunes ados qui essayent un peu de faire les malins. Mais je pense que ça aurait été dans d'autres cours, je pense que ça aurait été exactement la même chose. Ah ouais. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les jeunes évoluent bien. Ah, c'est déjà un bon point alors. Oui. Selon toi, quelles sont les initiatives qui pourraient être mises en place pour encourager justement les femmes à rejoindre l'industrie automobile ? Eh bien, continuez ce que vous faites vous, récolter des témoignages pour justement encourager et ne pas faire de clichés. Donc tous les domaines sont ouverts à tout le monde. Donc, les conseils que je donne, c'est de nouveau qu'est-ce qu'on pourrait faire, je pense, oui. Donc, des témoignages, faire peut-être plus de portes ouvertes pour les femmes. Je dis pas que ça ne doit être que pour les femmes, mais peut-être de temps en temps leur montrer aussi qu'elles ont leur place et vraiment
et ne pas faire le cliché, la femme dans l'automobile, c'est la vendeuse ou celle qui pose à côté du salon de l'auto, à côté de bagnole, quoi. En fait, rompre vraiment les clichés et leur montrer qu'elles peuvent, oui, par divers témoignages, par divers reportages, par des portes ouvertes, ou voilà, des rencontres. Je pense qu'il y a que ça à faire de toute façon dans le monde actuel, et pas nécessairement que via les réseaux. Je pense que le contact humain est très important pour justement transmettre les passions et les encouragements. Totalement. Et est-ce que tu penses que les mentalités évoluent en ce qui concerne l'accueil des femmes dans les ateliers et dans les garages automobiles ? Je pense honnêtement, moi j'ai foi en l'humanité, comme on dit. Je pense sincèrement que ça peut le faire, que les mentalités changent quand même, qu'au final certains hommes se rendent compte quand même qu'un homme a cette vision-là, une femme a cette vision-là. Au final, c'est le même résultat. C'est des chemins parfois, il vaut mieux prendre d'une vision et pas l'autre. Et au final, on travaille super bien en symbiose. Donc je pense que ça évolue vraiment, vraiment bien. Et même, je pense que on s'en rend compte, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui parlent voiture, beaucoup plus de femmes qui essayent quand même de s'investir dans les garages. Non, je pense que vraiment ça évolue et qu'entre guillemets, tout ce qui est remarque machiste, ça sera toujours là, mais ça sera beaucoup moins là. Ouais, beaucoup moins présent en tout cas. Dernière question. Oui. Quel est le message que tu aimerais transmettre aux personnes qui remettent en question la capacité des femmes à réussir dans l'industrie automobile ? En restant poli. Qu'est-ce que j'ai envie du message que j'ai envie de leur transmettre, que c'est bien dommage d'avoir cette petite mentalité parce qu'on a tous notre place, quel que soit notre sexe, on a tous le droit de vivre une passion, vivre un rêve, d'être soutenu et de justement ne pas être rabaissé, de pouvoir tous travailler ensemble et c'est comme ça qu'on avance le mieux. Un très très grand merci Mathilde pour cette interview qui a été super intéressante et qui est super importante aussi, je tiens à le préciser. Oui, je trouve que c'est vraiment super important aussi. Je tiens à te le dire que voilà, c'est important qu'il y ait des témoignages et que tu sers de rôle modèle aussi pour les étudiantes qui apprennent l'automobile aussi, pardon. Oui, il faut vraiment pas qu'elles se découragent et qu'elles ne se laissent pas faire. Qu'elles ne fassent pas comme moi, qu'elles se laissent pas écraser, qu'elles aient un peu du répondant et que vraiment, si c'est ce qu'elles veulent, qu'elles s'accrochent, surtout. Merci à vous. Moi, je trouve ça cool ce que vous faites. C'est bien. Merci. Voilà qui conclut notre entretien avec Miguel et Mathilde, deux personnes passionnantes qui brisent les stéréotypes de genre dans leur profession. Leur témoignage nous rappelle l'importance de suivre sa passion et de poursuivre ses rêves, peu importe les obstacles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée. Et on vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode de L'Heure de Fourche. À bientôt! La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche Podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.